Viser l'excellence pour réussir. Bonjour, je m'appelle Detelida Ljubenova. Je suis investisseur immobilier, coach et conférencière. Et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube dédiée à la liberté financière et à la croissance sous toutes ses formes. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ces sujets vous intéressent, pensez à le faire. Aujourd'hui, j'ai un immense privilège d'accueillir une très grande dame. Elle a eu plusieurs vies. Elle est multipotentielle et elle a relevé de nombreux challenges. Cette grande dame s'appelle Edith Lassia. Elle a œuvré plus de 20 ans dans le marketing de l'industrie du luxe. Elle est également artiste, plasticienne, critique d'art et depuis près de 8 ans, elle est également conférencière, coach et auteure. Edith est la bonne personne pour nous parler de l'excellence et de raccourcis pour l'atteindre. Edith, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Dietelina et bonjour à toutes les personnes qui vont découvrir cet enregistrement, cette interview. Edith, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de vous présenter brièvement? Oui, brièvement, je dis souvent j'ai 120 ans, je sais que ça ne se voit pas parce que j'ai 4 carrières à mon actif. Et dans ces 4 carrières, la première, je sortais de Subdeco très tôt, j'avais 21 ans, j'ai eu des grands mentors qui m'ont appris le beau, l'excellence, la rigueur. C'était Jean-Louis Servan-Schreiber comme premier mentor à l'expansion, qui m'a emmené aux États-Unis, qui m'a vraiment, j'étais son bras droit sur des dossiers de Harvard Business Review. Là, j'ai vraiment appris la rigueur, l'excellence, l'international. C'était une entrée en matière extraordinaire. Ensuite, à 28 ans, c'est Alain-Dominique Perrin, qui était patron de quartier, grand patron de quartier, qui m'accueille Place Vendôme et qui me confie le poste de Area Manager où je vais superviser la moitié du monde dans le luxe, le groupe Cartier. Et je n'avais pas les codes du luxe. Et franchement, c'était une espèce de monde qui s'ouvrait, qui m'a fait paniquer quelques secondes au moment où il m'a proposé ça, et puis qui m'ont fait dire surtout, si cet homme voit en moi tant de choses, il doit avoir raison, je fais confiance. Vous avez Donc foncé. j'ai parié sur la confiance de son propre pari. Inutile de dire que les 3 premiers mois, j'étais une petite souris silencieuse qui observait beaucoup, et j'ai beaucoup appris, j'ai passé presque 6 ans dans le groupe. À 31 ans, j'avais la responsabilité de la Master License pour Yves Saint Laurent, cuir bijoux fantaisie pour le monde. Donc là aussi, encore une autre, j'étais beaucoup au Japon notamment parce que c'était la licence principale. Donc le marketing, la stratégie, le goût du beau, l'hédonisme, mais aussi le goût de la rigueur et la cohérence marketing dans son absolu parce que tout doit correspondre. Notre attitude, notre posture, notre façon de nous exprimer, aussi bien que l'interaction avec les clients, l'interaction avec les produits, avec les fournisseurs. On apprenait vraiment à être la marque. Oui, et puis, voilà, et puis j'ai fini ce marketing à 39 ans par Descamps, où j'avais la direction marketing, monde, création et licence et communication. C'était vraiment important. Avec Primrose Bordier, qui était une créatrice exceptionnelle, qui m'a beaucoup inspirée. Puis à 39 ans, je sens un vide, je me dis vers quoi je vais, ou je continue à faire ce que je fais, je vais avoir une direction générale et ça ne m'attirait pas du tout. J'avais vraiment envie, moi qui avais côtoyé tant de créateurs, parce que j'étais attirée. Saint-Laurent, j'adorais aller au studio, regarder comment ils travaillent. Enfin, mon attirance était pour l'art. Et là, je décide de passer à l'art. Et, à 39 ans. À 39 ans. Et donc, j'ai 2 modèles chez moi. Un père qui me dit, mais tu ne feras plus rien socialement, tu ne travailleras donc plus jamais. J'étais tellement content de ma réussite. Bon. Et puis, mon mari, qui me dit, mais Doudou, tu n'as plus rien à prouver, là, c'est bon, explore. Évidemment, j'ai choisi la voie d'exploration. Donc, je suis rentrée 2 ans dans un atelier où j'ai appris les techniques du Quattrocento, c'est-à-dire des techniques de la Renaissance
en peinture. C'est les premiers maîtres en peinture, Van Eyck notamment. Et pendant 2 ans, j'ai une tenue d'arpète, un tablier d'atelier. J'apprends à mixer les pigments, tendre les toiles, nombre orthogonal, construction orthogonale, nombre d'or. Et waouh, ça c'est magique. Et au bout de 3 ans, j'expose aux USA comme artiste contemporaine avec ce qu'on appelle le courant lyrical abstract. C'est vraiment l'abstrait lyrique, inspiré de Zhao Wuki. Bon, et puis voilà, ça c'est mes 2 carrières phares. Je dirais 20 à 40 et 40 à 60. Mais en parallèle, il y avait une carrière d'écriture, beaucoup. J'ai écrit des livres, dont beaucoup de travail de critique d'art, parce que j'ai cofondé un magazine d'art contemporain en parallèle à l'art. Et c'est là, je sais que dans les réussites des femmes, des réussites multiples, il faut bien comprendre qu'il y a à la fois des blocs et des parallèles. Et moi, un de mes parallèles, c'était l'écriture liée à l'art. Et ça a été un grand bonheur d'écrire sur les artistes, puis écrire des nouvelles, des poèmes. Et j'ai eu des prix de poésie parce que j'étais dans mon truc qui brillait dedans, ça pétillait. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup de travail de développement personnel en constellation familiale. J'ai eu le cadeau dans ma vie d'avoir un filleul autiste. Et ce filleul autiste m'a appris à aller au-delà de la forme, au-delà du visible, au-delà des mots, puisqu'il est mutique. Et grâce à lui, je me suis formée à la communication profonde accompagnée. J'ai fait beaucoup de constellations familiales. Je suis formée et praticienne dans les 2 domaines. Puis, en 2014, tout ça fonctionnait bien et j'ai senti que je voulais tout concaténer. Et là, j'ai envie de devenir conférencière et de partager un peu toute cette expérience de vie. Donc, à 59 ans, je me dis, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et donc, vous êtes là, encore réinventé. Ouais, par le biais de la conférence, parce que la conférence, c'était un formidable vecteur pour emmener les gens, les inspirer. Oui. Et donc, à commencer à rassembler, mais il y a la stratège, femme de marketing, il y avait la thérapeute, il y avait celle qui écrit, qui raconte des histoires, et il y avait la chamane sans tambour, je pourrais dire presque. Et tout ça s'est fait, et je suis devenue la mentor des femmes qui ont envie de rayonner, prendre leur pleine place dans le monde. Voilà. Peut-on être multipotentiel et réussir toutes ses vies? C'est une très bonne question, dit Elina, parce qu'en fait, elle repose sur plusieurs facteurs. Elle repose d'abord sur une écoute de ce qui vibre en nous. Moi, par exemple, pour l'art, ça vibrait tellement fort qu'il y a eu des prémices avant que je devienne artiste. J'étais attirée comme une mouche par l'art. J'avais besoin de peindre, je peignais mal parce que je n'avais pas de technique, mais ça me plaisait, ça vibrait. Donc déjà, il y avait pas mal de petits facteurs, de marqueurs qui disaient l'art fait partie de ta vie. Mais ensuite, comment y aller? Il y a l'entourage. Comme je vous disais, moi, il y a 2 entourages. Il y a un père qui ne voulait surtout pas, qui pourrait représenter les codes sociaux, la peur, changer de vie, mon Dieu, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, il y a l'autre, c'était mon mari, mais va, explore. L'autre, c'est l'entourage qui vous dit, mais pourquoi pas? Donc, il faut savoir faire des choix à ce moment-là. Qu'est-ce que je suis? D'abord, il y a un appel intérieur, puis ensuite, il y a des gens autour de nous. Quel est le cercle dont je vais accepter l'influence? Puis après, il y a la transition. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que je ne suis pas passée, je coupe tout en marketing et hop, je deviens artiste. Pendant 3 ans, j'étais consultante en marketing et stratégie à l'Institut français de la mode. C'est-à-dire que je montais doucement mon expertise en art, mais je continue à travailler de moins en moins, certes en marketing. Donc, je finançais, je sécurisais émotionnellement et intellectuellement ma montée dans l'art en retirant un peu d'enjeu, puisque quelque part, le marketing me permettait la transition. Donc ça, c'est une 3e clé, c'est comment on gère la transition. Puis après, quand c'est vraiment d'autres changements de métier, c'est se former. Moi, je me suis formée 2 ans à la peinture. Et les femmes que je mentore aujourd'hui, quand elles sont en changement de vie, une fois qu'on a fait cette trajectoire, qu'est-ce qui vibre vraiment, qu'est-ce qui résisterait, quelles sont vos peurs, c'est aller dire maintenant, comment vous formez? Où est votre excellence? Et se former. Quand je suis passée au marketing du web, j'étais une très bonne femme de marketing, mais le web, j'y connaissais rien. Je me suis formée. Donc, je suis formée auprès de Martin Latulippe, auprès de B3G. Pour ceux qui connaissent l'univers du web, j'ai pris les meilleurs et je me suis formée. Donc, ça aussi, c'est une autre clé. Puis après, c'est oser voir grand tout en étant patiente. Parce qu'on peut voir grand, mais souvent, des gens voient trop grand trop vite et tombent. D'autres voient trop petit et ne grimpent pas. Mais le grand, c'est la focale. Et après, étape par étape, solidement, de quoi j'ai besoin,
qu'est-ce qui est le plus utile maintenant. Et là, quand on est mentoré, on fait ces pas-là, les uns après les autres. Et on peut tout vivre, mais pas tout en même temps, pas n'importe comment. Quelle est la particularité de la puissance féminine dans le monde des affaires? Alors déjà, je crois que c'est être conscient qu'il y a beaucoup de femmes qui ont réussi et des mentors et aller voir comment et pourquoi. On apprend beaucoup des autres, on apprend de la réussite des autres. On est toujours des nains sur les épaules des géants, disait un de mes maîtres. Alors, un autre aspect, c'est Christine Lagarde le dit très bien pendant la crise de la Covid, elle a exprimé, elle avait fait un post sur Facebook en disant qu'elle appelle le free teas, les 3 T. Dans les périodes de crise, aujourd'hui particulièrement, elle dit we cannot leave talented women on the side. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes avec des talents, c'est le premier T. Et il faut les faire monter à bord, il ne faut plus les laisser dans le fossé. Il faut vraiment volontairement, dont les assises de la parité avec Lucille de Joncker, dont toutes ces femmes qui font un formidable, Marie-Éloi, qui font un formidable, avec Femmes de Bretagne, etc., donc tous ces mouvements pour que les femmes se soutiennent et montent la horizon des talents, qu'elles disent, voilà, je suis là et je suis à bord. Premier T, c'est les talents. Le deuxième, c'est trust. Il s'avère que dans les périodes difficiles, quand on fait des études sur ce qui est important, c'est la confiance qu'on porte aux femmes. On a plus de confiance dans les femmes dans les périodes troubles. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins pilotées par l'ego. Il y a probablement un meilleur sens de la contribution, et c'est le free T. Le third T, c'est le team spirit. Les femmes, dit-elle, ont un sens de la solidarité, de sororité, qui est très précieux. C'était Sheryl Sandberg qui disait que les hommes sont beaucoup plus pilotés par l'ego, les femmes par le sens. Donc je pense qu'être une femme dans des milieux d'hommes, c'est oser apporter sa complémentarité et ne surtout pas entrer dans la guerre des sexes. Ça n'a aucun sens. C'est considérer qu'on est tous nécessaires, mais qu'on a des complémentarités. Puis surtout, c'est ne pas jouer mec, mais jouer femme. Mes conférences, j'ai toujours femme et leader. Je me souviens quand j'étais chez Cartier, à un moment, Alain de Vic-Perrin, un matin, il m'envoie la Rolls, puis il me dit, écoute, tu bosses vraiment beaucoup en ce moment, je t'envoie la Rolls ce matin, comme ça tu pourras te reposer, la Rolls. Bon. Puis il me dit, tu sais pourquoi je t'ai recruté, toi? Parce que tu es un mec. Mec, hein? Je veux dire, je suis vraiment... Bon. Mais quelque part, ça veut dire que quand je rembobine, pour être acceptée dans certaines réunions, dans certains moments forts, j'endossais un peu des codes de mec. Je parlais comme un mec. Je pouvais de temps en temps, mais néanmoins, je m'habillais vraiment en femme, j'ai toujours été plutôt très féminine. Mais il me percevait, et ça le rassurait probablement, comme une énergie de mec. Et ce qu'il voulait dire, c'est que je bosse comme un mec. Tu bosses vraiment. Ah oui, mais je ne bossais pas comme un mec, je bossais comme une femme passionnée. Comment lier cœur et affaires? Est-ce que c'est une des clés de la réussite? Ah oui. Oui, je pense que quand on est passionné, le temps s'arrête. On apprend vite. On a l'esprit qui s'ouvre et qui pétille très vite. On attire à soi des gens qui sont dans les mêmes zones. Donc, je pense que ça n'est pas indispensable, mais c'est un sacré accélérateur. D'ailleurs, un exemple. Quand j'ai quitté Jean-Louis Savant-Chavert, l'expansion, je cherchais un job parce que je l'ai quitté pour faire un petit moment sabbatique, une année de césure. Donc, je ne suis pas rentrée directement chez Cartier. Et je m'étais dit que je rentrerais peut-être chez L'Oréal parce que c'était encore une certaine aura de ces groupes. Et il y a un chasseur de tête qui m'envoie chez L'Oréal et je rencontre le DRH de l'époque, Jean-François Doyon. Et puis, il me commence à me faire parler. Et puis, ma passion, c'était tout ce qui était un peu le beau, le luxe, le voyage, l'art. Puis, il me regarde et il me dit, écoutez, vous n'êtes pas faite du tout pour venir chez nous. Vous êtes trop passionnée. Le meilleur service que je puisse vous rendre, c'est de ne pas vous prendre. Il m'invite à dîner quand même. Il me dit, meilleur service. J'ai voulu rentrer à ce moment-là aussi chez Auchan. Parce que ma meilleure amie était chez Auchan. Tiens, on peut tester à grande distribution. Pareil. C'était Jacques Dublanc à l'époque, qui était le numéro 2 d'Auchan. Il me dit, mais écoutez, j'avais des beaux chapeaux à l'époque. C'est vrai qu'on est des cow-boys dans la grande distribution, mais vous avez un chapeau trop sophistiqué. Ce n'est pas pour vous. Je n'aurais pas été passionnée. Par contre, l'image de la réussite de ces groupes m'intéressait. Je n'aurais pas été passionnée par les produits. Je n'aurais pas été passionnée par les structures. Et
En fait, le fait que je rentre chez Cartier ou Saint-Laurent, là, j'étais au cœur de ma passion. Il y avait le beau, il y avait le voyage, l'international, l'art, il y avait tout ça, la culture. Et ces gens ont eu l'intelligence de me dire, vous réussirez mieux si vous êtes dans un endroit qui colle à votre personnalité. Et comme j'étais sans filtre, ma personnalité, j'ai toujours plutôt montré, parce que je ne veux pas de faux semblants et je ne veux pas d'erreur de casting. On perd du temps. Donc, c'est là, je dirais, c'est quand on arrive à croiser sa personnalité profonde, ses passions avec un métier, que waouh, ça réussit. Moi, quand j'ai commencé à peindre, mon but, ce n'était pas de devenir riche en peinture. Ce n'était pas de gagner, je ne me voyais pas forcément dans les musées d'art contemporain, je ne me voyais pas comme Picasso, par exemple. Mais c'est la passion qui m'animait et il se trouve que j'ai vraiment vendu. Donc, j'en ai vécu. Mais je ne courais pas après ça. Ça dépend aussi après quoi on court. Est-ce qu'on court après la gloire? Est-ce qu'on court après l'argent? Ça change aussi. Donc, quel est votre big why? Qu'est-ce qui vous motive? Si c'est l'argent et la gloire, bon, on prendra moins de risques. Si c'est vraiment la passion, je crois que quelqu'un de passionné qui en plus a l'intelligence de voir grand mais patiemment, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, a plus de chances de réussir. Après, il y a la chance, la vie, les rencontres qui vont donner plus d'accélérateur à la chose. Oui. La passion aide à convaincre, la passion aide à trouver l'excellence. Oui. La passion, elle aide à vivre, à créer, oui, je pense profondément. Quel raccourci vers l'excellence? La confiance en soi est très importante et ça se travaille. La légitimité qui va en découler, ça se travaille. La persévérance. Très important, la persévérance, la patience, la persévérance. Une certaine organisation de la pensée, de ce que l'on fait, oui. Les mentors? L'entourage. Oui. Moi, j'ai choisi, ça se choisit aussi l'entourage. J'ai choisi un entourage, un mari, j'ai même une famille, quelque part, des amis qui sont dans la même énergie positive. Et puis, je crois aussi profondément que, moi je suis très spirituelle, donc que la connexion à son enfant intérieur, à sa vérité intérieure, à quelque chose de plus grand que soi, est aussi un autre accélérateur. Merci, c'est La vie est plus créative que nos rêves, elle nous envoie des sacrées pépites et quand on est connecté, on favorise un petit peu cette accélération des événements où on les repère mieux, où on est plus croyant finalement. Faire confiance à la vie aussi, c'est important. Oui, très belle phrase, tout à fait. Faire confiance à la vie. Oui, je pense. Elle aime qu'on l'aime, la vie. Comment peut-on trouver notre propre zone de génie? Souvent, on a besoin de miroirs pour la trouver. Donc, je pense qu'il faut... C'est un endroit où la meilleure chose, c'est quand même de se faire aider. Parce que, qui dit zone de génie, dit zone de risque. Oui. C'est celle où on peut remettre en question des choix passés. C'est celle où on va aller titiller son désir d'excellence. Et ça fait peur. Donc, c'est celle où on a besoin d'être soutenu. Donc, pour moi, pour trouver sa zone de génie, il y a des méthodes. L'ikigai en est une que j'utilise beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai créé le fil rouge, du fil rouge au fil d'or, qui est partir de son histoire de vie pour aller trouver la quintessence de ce qui vibre. Mais je crois qu'il faut vraiment se faire aider. Mais il y a une chose qui est sûre, tout le monde en a. Tout le monde a du génie et il y a quelques... Il faut désirer. Je crois qu'il faut il faut réactiver le désir en soi, le désir de la trouver. Et le risque de s'autoriser à être surprise. Donc, à trahir certains codes familiaux, anciens, qui peuvent être à l'opposé. Je vois beaucoup dans mes mentorats, souvent on me dit, voilà, moi je viens d'une famille très simple, de famille où il n'y avait pas forcément d'argent, où il y avait un combat social, etc. Et trouver sa place dans un autre paradigme, pas simple. Donc, si on veut réussir financièrement, socialement, et qu'on vient d'une famille où c'était des codes opposés, il y a un moment, il faut savoir se séparer de certains codes. Donc, c'est ce qu'on appelle trahir une lignée. Ou juste dire à la lignée, je coupe cette partie-là, je garde l'autre. Donc, il y a quand même aussi un travail dans son histoire est important. Parce qu'il n'y a pas que la trouver, sinon ce serait une boule de cristal. C'est vraiment aller la dégager. Puis il y a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il peut te dire, tiens, viens ici, elle est là, ta zone de génie. Peut-on s'approprier et appliquer
les codes du luxe à d'autres domaines? Vu de ma sensibilité, de ma fenêtre, oui. En étant dans la cohérence. D'abord, le luxe, c'est une grande cohérence. D'un bout à l'autre, on est dans le respect d'une vision, d'une image, de mots. Il y a une cohérence absolue du système. Donc, pour moi, un principe de cohérence, c'est important. S'approprier Le détail, le soin du rigueur, détail. la rigueur, le soin du détail. Qu'est-ce que c'est qu'une marque de luxe? C'est une marque qui a une histoire forte, une image forte et qui est capable de la projeter. Donc, un des codes, c'est quel que soit son poste, je trouve, qu'on soit même dans un membre de COMEX, qu'on crée une marque, qu'on crée sa propre marque en étant coach, c'est bien définir sa propre image, définir ses codes, construction de marque. Ça, c'est valable dans les deux cas. Cohérence, rigueur, attention aux détails. Connaître sa valeur. Ah, ça, c'est indispensable. Oui. Connaître sa valeur. Je ne sais plus où je lisais il y a 2 jours, je peux négocier chez H&M, je ne négocierai jamais chez Hermès. Il y a des valeurs qui ne se... Quand le prix n'est plus une limite parce qu'il exprime la valeur profonde de ce que l'on va recevoir, valeur visible et invisible. Oui. On reçoit, quand il y a Hermès, il y a le produit, il y a le cuir, il y a tout ce qui est raffiné, mais après, il y a l'histoire de la marque, le véhicule imaginaire. Donc, je pense que la valeur, elle est faite de beaucoup de choses. Elle est faite de la perception qu'on a de soi, sa propre légitimité, de la qualité de ce qu'on produit et de la qualité que va percevoir l'autre en face. Donc, c'est un peu ce triptyque qu'on peut aussi prendre dans la marque. Par exemple, quand Yves Saint Laurent a demandé à Cartier d'être la master license pour le monde, pour les 5 lignes de produits, on avait les briquets, les stylos, les montres, les bijoux fantaisie et le cuir. Donc, moi, je m'occupais des 2, on appelait soft products. Ils l'ont fait parce que l'histoire de Saint Laurent, l'image, elle est toujours aussi forte. Les produits commençaient à baisser parce qu'il y avait trop de licences dispersées partout dans le monde, donc ils n'avaient plus la possibilité de contrôler. Donc, il y avait des trucs dans tous les sens, un peu comme pour Cardin. Et donc, la valeur perçue était de plus en plus ambiguë. Donc, il fallait remonter 2 pôles, la qualité des produits et des réseaux, et de ce fait, remonter la perception de la marque, lui redonner un peu de rareté, de hauteur. Ça, c'est le triptyque de la valeur de soi, la légitimité, comment on se pose. Moi, j'adore travailler ça dans mes mentors, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Ensuite, la valeur de ce que l'on crée. Et là, il y aura la valeur qui va être perçue. Ouais. Et tout ça, c'est lié. Hein. On touche aux 2 paramètres du bas, le 3e bouge. La perception d'une marque, d'un projet, d'un produit, elle est fortement liée. Et là, il y a un principe de cohérence aussi. Vous êtes d'accord que c'est au-delà du produit, ils vendent une expérience, ils vendent une émotion. Complètement. Bien sûr. On vend une transformation, une alchimie, en fait. Il y a une alchimie derrière. On vend une appropriation à l'univers. En fait, quelque part, c'est l'univers de la marque qu'on vendait. Comment expliquez-vous que l'art d'être soi est une garantie de réussite? Je prendrais de l'intérieur et de l'extérieur. D'abord, l'art d'être soi, c'est ce que j'appelle, je faisais une conférence tout à l'heure, il y avait 1000 personnes inscrites via LinkedIn. Et c'était justement trouver votre pleine puissance. Et j'ai une slide, je l'appelle être une pure leader, pacifiée, unifiée, rayonnante, éveillée. Pacifiée, unifiée, rayonnante, éveillée, c'est la pure leader. Donc, pure étant l'acronyme. Quand on est l'art d'être soi, c'est ce que disait Gaspard Ulliel, le pauvre qui vient de mourir, il disait la suprême élégance, c'est d'être soi. Et de l'intérieur, être soi, ça veut dire qu'on est suffisamment en paix avec soi, qu'on n'a plus peur d'être jugé, qu'on n'a plus peur du regard des autres et qu'on est moins dans le besoin de reconnaissance. On est juste soi, dans une sorte de vérité. Donc, de l'intérieur, déjà, c'est un gage de réussite parce qu'on est indétrônable, on est soi. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui a ça comme qualité. Il est soi, il est profondément authentique, il n'a rien à prouver. Sa réussite, elle vient de ce qu'il est une stabilité profonde dans son être. Il est ça, ancré. C'est dedans. Ancré, puis en paix.
Donc, il est en paix avec les autres, puisqu'il est en paix avec soi. Oui. Mais à l'extérieur, maintenant, la perception de comme très peu de gens sont authentiques, sont soi. La perception de l'entourage, c'est « Waouh, j'aimerais bien goûter ça, ça a l'air bon. » Donc, sur l'extérieur, il y a un rayonnement. Il y a quand même un pouvoir d'attraction qui fascine un peu. Mais comment il fait pour être si zen? Une harmonie. Donc, ça donne envie. Donc là, c'est un gage de réussite parce on devient leader, on devient charismatique. On touche difficilement, méchamment quelqu'un qui est vraiment soi. Ça inspire un respect. Donc la réussite, elle vient de l'extérieur parce que, waouh, respect, on a envie de suivre, c'est le leader charismatique, et de l'intérieur parce que, oui, ben voilà, quoi. Et s'il y a un truc qui ne va pas, même pas mal, j'apprends. On apprend à regarder, on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer, on apprend à se comprendre. Connais-toi toi-même, hein, c'était sur le temple des elfes. Donc, connais-toi toi-même, c'est un temps, c'est un travail. Moi, j'ai 66 ans cette année, c'est ça? Ouf! J'ai eu le temps de travailler sur moi et d'apprendre à me connaître. Mais j'ai mis du temps à être moi aussi. J'ai mis du temps. Je faisais semblant d'être moi au début. Puis après, je suis devenue moi quand même. Puis maintenant, bon. Mais ça se travaille, ça s'apprend. Puis il y a une façon parfois de dépasser ses peurs. Et on les a, mais on ne va pas forcément les montrer tout le temps. Donc, on souffle, on dit, c'est pas grave. Allez, déjà avec ce que je suis maintenant, c'est pas mal. Puis on apprend, on travaille sur soi. C'est un chemin qui se gagne. Il faut être un peu patient, il faut être un peu persévérant, il faut être un peu bienveillant avec soi, avoir un peu d'humour aussi. Il y a de l'humour, parfois on se fait rigoler soi-même. J'ai osé. Oh, j'ai osé, je l'ai fait. Mais quelle cruche. C'est ça aussi, c'est plein de petites clés. C'est du vivant. Oui, il faut oser être vivant. Ouais. Et travailler sur soi, sinon c'est trop dur. C'est un travail en thérapie. C'est qu'est-ce qui me freine? D'où ça vient ces peurs-là? D'où ça vient cette résistance? Donc il y a le travail thérapeutique, il y a plein de choses qui aident à nettoyer. Quels sont vos accompagnements phares? J'ai fait un choix assez radical. Je ne fais plus que du mentorat individuel, vraiment de haut niveau. J'emmène au cœur des profondeurs vers l'excellence. Et ce sont principalement des femmes, mais j'ai de plus en plus d'hommes hypersensibles, de haut niveau, souvent des gens, des zèbres, qui en ont marre de surjouer le yang et le gorille d'eau argentée et qui veulent utiliser un peu plus leur sensibilité, leur finesse, leur connexion. Mais sinon, par exemple, je suis la mentor des fédérations des universités catholiques dans le monde. Donc là, c'est les présidents d'université, les rectrices, les professeurs que j'accompagne par petits groupes. Là, j'ai une masterclass des Find Your Leadership DNA, trouver votre ADN de leader. Donc, ce sont des femmes qui viennent chercher leur puissance. Ça, je le fais à l'international. Sinon, en Europe, ça peut être des membres de COMEX, des membres des DRH, des chasseurs de tête, toutes ces femmes qui, à un moment, ont besoin soit de monter dans la ligne dans la hiérarchie, soit elles sont déjà en hiérarchie, mais elles ont besoin de plus de charisme, de s'assumer, de puissance. Et on en marre qu'on les coupe dans un COMEX. Et dit non, c'est ma part maintenant. Tout à l'heure, tu diras cette force qu'elles viennent chercher. Ça peut être des créatrices de projets qui ont envie de faire une stratégie marketing bien claire à partir de qu'est-ce que je veux profondément, qui je suis, quelles sont mes limites, comment je vais jouer avec ces limites pour en faire une force. Donc, je dirais c'est toute femme qui a envie de rayonner, de vraiment professionnellement rayonner et avoir une vraie place dans le monde tout en intégrant son identité. C'est-à-dire, c'est pas des... Il y a vraiment une dimension humaine très forte. Donc ça, on peut parler stratégie, toujours fondamentale. Qui es-tu vraiment? De quoi as-tu envie? Tu te vois comment dans 10 ans? Dans 15 ans, qu'est-ce que tu veux avoir réalisé? Et ensuite, comment on le fait? Donc, ça peut être création d'un projet, ça peut être changement de poste. J'ai pas mal de membres de COMEX qui, avec la Covid, ont dit, tiens, j'en profiterai bien pour changer de poste. Donc, on va travailler leur nouvelle identité, voir tout ce qu'elles ont comme acquis pour aller vers autre chose. Voilà. Donc, c'est vraiment résoudre une problématique professionnelle en intégrant qui on est vraiment et comment l'intégrer dans sa vie, dans une vision. La puissance, c'est pas... Non, c'est comme de l'eau. De temps en temps, il faut dire stop. Hein. Mon dernier article sur LinkedIn, c'est l'art de dire non.
apprendre à dire non. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Hein. Dire non. Il faut savoir dire non pour dire des bons oui. Non à l'irrespect, non à mes peurs, non à des choses qui ne me correspondent pas. C'est ça aussi la réussite. Par contre, toujours avec une vision de contribution, au service du monde, au service d'eux. Je crois que la grandeur d'une réussite, c'est quand on arrive à exprimer tout ce qu'on est au service, je dirais, de l'autre, hein, du monde. Oui, oui. Ce mariage entre l'hédoniste et la contributrice, là, c'est puissant. Magnifique. Un grand merci, Edith. Je suis ravie. Je suis vraiment comblée. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut vous lire, vous voir? Mon compte LinkedIn, c'est le meilleur espace. D'accord. Où on peut tout trouver. Donc, Edith Lassia sur LinkedIn. Puis j'ai un site edithlassia.com, très simple. Mais le site, il y a un film, très très joli film fait par Anne Sarkissian et Yannick de Rennes qui exprime bien qui je suis, où je vais. Il y en a un autre qui est un petit film qui a été fait par la Fédération internationale des universités catholiques, qui est en anglais, qui lui exprime aussi ce que je fais. Donc, et surtout, ce que vous avez envie de vivre, vous, en tant que femme ou homme un peu zèbre. Un immense merci à Edith. Toute cette interview était extrêmement riche en pépites, tout en délicatesse. Elle a su aller à la source de chaque expérience, de toutes ces vies qu'elle a menées comme une femme puissante, une femme inspirée, une femme amoureuse de toutes ces vies. Un grand merci, Edith. Merci à vous d'être resté avec nous jusqu'à maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. Vous pouvez également télécharger mon bonus, créer un bien d'exception en dessous de cette vidéo. Merci, prenez soin de vous. À très vite.